Bienvenue dans le nouvel épisode de Gyms on the Move, le podcast qui parle de fitness et bien plus que ça. Je suis ici dans mon studio aménagé, juste devant le club Gyms de Liège. J'ai une super invitée, un sujet super passionnant qui va concerner énormément de femmes. Comment faire du sport avant la grossesse, après, comment faire pendant la période des règles. Je vous présente mon invitée tout de suite. Mais aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir la meilleure invitée possible qui connaît le sujet sur le bout des doigts. Donc c'est toi, Elodie Dewey de Fit Mom. Comment tu vas ? Très bien, merci beaucoup. Et comment ça t'est venu l'idée de créer Fit Mom ? Raconte-nous. Alors, je suis maman de 2 enfants. J'ai fait du sport pendant des années. J'ai vraiment été baignée dans le sport depuis que je suis vraiment enfant. Et à partir de mes 18-19 ans, j'ai commencé à faire du sport de manière un peu plus intensive et en donnant toujours un peu des coachings en parallèle de mon boulot et de mes études surtout. Donc, j'ai étudié le droit, donc rien à voir avec le sport. Et je faisais vraiment beaucoup d'entraînement. Je m'entraînais entre 6 et 15 heures par semaine. Et puis, je suis tombée enceinte de ma première fille qui a aujourd'hui 6 ans et demi. Et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment très peu de personnes qui étaient capables de me suivre sportivement durant ma grossesse. Ce qui a été une très, très grosse frustration et que je me suis rendu compte vraiment que j'avais aucune notion que dans tout ce que j'avais étudié au niveau du sport, dans toutes mes formations, si on n'avait pas une formation de kiné ou de kiné urogénico, on n'avait pas du tout ces cartes en main. Et donc voilà, l'idée m'est venue. Mon mari est associé et kiné et donc grâce à lui j'ai vraiment eu la possibilité de pouvoir me former avec vraiment un peu cette casquette de kiné uro et donc je me suis dit ok voilà, j'ai envie de le savoir pour moi-même et pour mes grossesses futures. Donc ça c'était vraiment le premier step. Et donc toi tu faisais quoi comme sport avant ta grossesse ? Alors dans toute ma croissance j'ai fait du volley pendant plus de 10 ans. Et après, il y a eu les études. Et donc, comme beaucoup de personnes, le gap 18-24, on arrête toute activité sportive, en tout cas pour ma part. Oui. Et puis, je me suis lancée dans le crossfit et haltérophilie. Et donc, ce sont vraiment des sports à gros impact, avec beaucoup de charges. Et donc, clairement, il y avait un peu ce côté panique à bord. Bon, déjà, c'est un sport qui est compliqué par rapport à la femme, mais d'autant plus enceinte. Et donc, je me suis dit, OK, je voulais avoir plusieurs enfants. Et donc, je me suis dit, OK, je vais me former pour mes propres grossesses. Oui, c'est ça, surtout quand on voit des personnes faire du crossfit, de la musculation, des sports comme ça où on porte des charges lourdes, enceinte, c'est vraiment très rare. Donc j'imagine que toi, quand ça t'est arrivé, tout le monde t'a dit stop, on fait plus de sport, madame, reposez-vous, non ? Oui, clairement. Mais donc déjà, il y a eu un peu ce côté culpabilisateur de ok, déjà c'était un peu particulier. Ça fait maintenant un peu plus de 10 ans, donc là les mentalités elles ont quand même évolué. Mais il y a 10 ans, les crossfiteuses, c'était déjà un petit peu waouh. Et on n'était pas beaucoup dans cette box de CrossFit à l'époque. Et donc là, clairement, mon coach, qui s'y connaissait pas du tout par rapport aux femmes enceintes, m'a clairement dit fais attention, c'est mauvais pour ton bébé. Et donc, il y avait ce côté un peu hyper culpabilisateur parce qu'en fait, il était juste pas conscient de ce que je pouvais ou pas faire. Donc, il n'y avait pas de modification possible, quoi. Et donc, cette formation m'a vraiment permis de me dire ok, sur ma prochaine grossesse, je serai parée à pouvoir le faire moi-même. Et en fait, j'ai été prise de passion. Oui, c'est ça. Au final, ta passion est devenue ton métier maintenant. Clairement. Donc oui, je vis clairement de ma passion. Et c'est en faisant ces formations que je me suis dit, j'ai rencontré plein de femmes sportives ou qui étaient en kiné, qui faisaient un master en périnéo et qui disaient, mais en fait, c'est trop bien. Et j'ai d'accompagner aussi ces femmes-là qui étaient sportives. Et en fait, je me suis rendu compte un peu en communiquant avec certaines personnes, mais que personne ne savait clairement que ça soit les athlètes de haut niveau ou monsieur, madame, tout le monde, enfin madame plutôt, qui tombent enceintes. Ok, qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que je peux encore courir ? Est-ce que je peux porter de la charge ? Alors que clairement, il y a encore un peu ce truc de que la femme enceinte est une femme fragile. Mmh. Oui, non, c'est clair. Et qu'est-ce que tu as fait comme étude alors ? Parce que tu n'as pas une profession médicale à la base, tu faisais du droit. Donc, qu'est-ce que tu as pu faire comme étude pour être coach et puis orientation vers périnéo Donc, j'ai d'abord donc le sport m'a clairement donné un peu déjà l'accès au mouvement. Ouais. Et puis, c'est le CrossFit où j'ai voulu, pour ma propre pratique, commencer à faire, on appelle ça les level 1, level 2 dans le CrossFit. Et donc, j'ai commencé à faire ces formations-là, pas forcément pour être coach, mais plutôt pour mes propres connaissances à moi. Et donc, voilà, ça a commencé par là, donc par rapport au CrossFit. Et puis, j'ai suivi 2-3 formations au niveau de la DEPS. Et après, j'ai vite été dans tout ce qui était kiné. Et donc, je me suis énormément formée à Paris
parce que à Bruxelles, il faut soit être kiné, donc il faut avoir fait 3 ans de kiné avant d'avoir l'accès aux formations, à part au Parnasse. Mais donc là, ça a été un peu toute une discussion où il disait, voilà, si tu peux venir faire suivre les modules qui t'intéressent, mais c'est en filière libre. Tu n'auras pas de diplôme à la clé, etc. Tout à fait. Mais ça, je m'en foutais complètement. Oui. C'était vraiment l'objectif, c'était moi d'avoir mes connaissances. Et à Paris, c'était un peu en France, parce qu'il y a eu d'autres villes que Paris, c'était un peu différent. On pouvait avoir un peu plus d'accès à l'information. Et donc voilà, aujourd'hui, je suis sur de la formation continue. J'essaye de faire plusieurs formations parce que ce que j'ai étudié en formation uro ou même coaching, qui a 10 ans et aujourd'hui, il y a plus la même chose. Hein. Ça a clairement évolué. Il y a des choses que j'ai appris, que j'ai fait faire à toutes les femmes que j'ai entraînées il y a 10 ans, qu'aujourd'hui je bannis. Mais non, c'est clair comme en kiné, hein, quand on disait les femmes après l'accouchement, faites le pipi stop, là, vous êtes aux toilettes, vous essayez de vous retenir, maintenant c'est proscrit, on ne fait plus du tout ce genre de technique, donc je vois bien que même en kiné, au final, ça évolue dans ce niveau-là. Mais donc toi, tu dis que voilà, quand on est une femme enceinte, on peut continuer le sport, mais donc quels sont les avantages pour une femme qui serait enceinte, qui est sportive, qui serait enceinte maintenant, tu lui dirais quoi pour la convaincre à continuer le sport ? Et je ne sais pas si c'est vraiment convaincre qu'on doit faire. Alors, celles qui me touchent le plus, c'est celles qui n'ont pas fait d'activité sportive ou qui ne sont pas sportives. Parce que clairement, les effets, je le vois un peu parce qu'il n'y a pas d'études qui ont été réellement faites, à part quelques-unes, mais c'est quand même fort, à part dans les pays un peu nordiques. Rares sont les femmes enceintes qui acceptent de se faire tester à 3 mois de grossesse. OK, on va tout tester. Oui. Et on va voir si ton bébé ou si toi, tu tiens. Mais je vois très bien les effets au niveau moral que ça fait sur une femme de continuer à bouger, toutes ces l'endorphine, le sentiment de bien-être et qu'elle se sente en possession d'un corps qui se modifie. Parce que clairement, une grossesse, ça a quand même des énormes impacts au niveau physique et au niveau moral, mental, et que au début, on est hyper épanoui de ce qui nous arrive, mais que voilà, il y a une prise de poids conséquente, il y a la peau qui se modifie, il y a peut-être des vergitures, et donc il y a un peu cette partie-là qu'on contrôle plus, et que le fait d'avoir cette activité sportive nous permet d'avoir un peu possession de ce corps. Et après, clairement, c'est préventif dans tout ce qui est maux de grossesse. De leur donner vraiment tous les outils, les maux de dos, les sensations de lourdeur, de comment suffisamment bien porter. Donc c'est vraiment une prévention aussi dans un fonctionnel. Et genre, par exemple, tout ce qui va être pré-éclampsie, diabète de grossesse, tu crois que le sport peut aider à ce niveau-là ? Alors, la pré-éclampsie, peut-être un peu, oui. Ouais. Par contre, le diabète de grossesse, ça, voilà, j'ai des nanas qui sont venues 4 fois semaine pendant leur grossesse et à 28 semaines, elles ont été atteintes du diabète. Donc, je pense que clairement, le diabète aide de manière générale, mais je ne vais pas pointer le doigt que... Oui, bien sûr. Au niveau gestationnel, ça a un impact. Mais en tout cas, une femme, par exemple, qui ne fait pas de sport, qui vient faire du sport chez toi pendant sa grossesse, j'imagine qu'après, le travail de récupération après la grossesse va être beaucoup plus facile. C'est un monde. Okay. C'est exagéré. Les femmes que j'accompagne en prénatal et qui reviennent en postpartum et les femmes que je récupère juste en postpartum, c'est un monde de différence. Il y a vraiment une prise de conscience chez les femmes qui ont une activité sportive adaptée, je dis bien adaptée, et surtout avec des personnes encadrées et qui ont des super bons réflexes pendant leur grossesse. Parce que clairement, quand on vient d'accoucher, on est beaucoup plus dans un principe de on s'occupe du bébé et on s'oublie un petit peu dans le postpartum immédiat. Et le fait d'avoir eu vraiment toutes ces réflexes de comment bien se lever, de comment bien porter, d'engager sa sangle abdominale, en fait, le travail, elle continue à le faire en postpartum immédiat. Et donc, clairement, quand je les récupère à 3-4 semaines post-nat, c'est beaucoup plus facile pour toi, au final. Oui, et je veux pas prendre le boulot de qui que ce soit, parce que clairement, il y a des nanas avec que je récupère en postpartum. Donc, j'ai ma collègue directe kiné avec qui je bosse, qui me dit, toutes les femmes que je suis en postpartum et qui ont été avec toi en prénatal, je les vois que 3-4 séances. Tandis que des fois, ça peut être des boulots de 9-18, mais on est vraiment dans quelque chose où moi, je trouve que la prévention doit devenir la clé et qu'on arrête de tout miser sur le curatif, quoi. Exactement, faut prévenir avant de guérir, donc vaut mieux faire du sport déjà avant d'accoucher, ça c'est clair. Et donc toi, tu fais du coaching privé, tu fais du coaching en groupe.
Est-ce qu'il n'y a pas une émulation des femmes quand elles sont enceintes, de venir se rassembler, se rassurer peut-être ensemble aussi? Oui, tout à fait. Mais donc, je propose clairement les deux, de l'individuel et du collectif. En prénatal, si on n'a pas de grossesse à risque, parce que je suis aussi des femmes qui ont des grossesses à risque et qui veulent rester en mouvement, où là, je préconise un petit peu l'individuel. Oui. Mais sinon, en prénatal, je conseille vraiment, en tout cas quand elles me contactent, c'est de venir en cours collectif. Donc, elles sont entre 2 et 4. J'essaye de les mettre avec plus ou moins le même trimestre, les mêmes semaines de grossesse. Et donc, il y a une énergie de dingue qui se met entre elles. Elles peuvent un peu se sécuriser clairement déjà dans leur pratique. Et puis, il y en a qui sont vraiment devenues amies par le temps parce qu'elles font 7 mois de sport ensemble et qu'en fait, elles se retrouvent en postpartum, elles font leur congé de maths ensemble grâce, entre guillemets, à FitMum. Et donc, c'est vrai que ça crée cet esprit un peu communauté et de ne pas être seule. En fait, surtout. Oui, c'est vrai, faire une communauté, et surtout quand on a une grossesse à risque, on est peut-être écarté de son boulot, on est seul chez soi, donc autant intégrer un groupe, autant aller chez un coach, profiter, faire du sport et être rassuré, pas être isolé de la maison. Et donc toi, qu'est-ce qui est différent au final avec une femme enceinte? Parce que y a le ventre qui est imposant. Est-ce que tu te dis, ok, les 2 premiers mois de grossesse, je peux faire ça comme exercice, les 3 derniers, j'évite ça, je privilégie ça? Est-ce que tu as vraiment une charte en fonction de l'évolution de la grossesse? Ouais. Donc, j'ai clairement une charte qui est la même pour toutes. Et donc, après, il y a des filles qui n'ont jamais fait de sport de leur vie. Et puis, j'ai des filles qui sont quand même hyper récurrentes ou qui tombent enceintes du 2e après avoir eu un suivi avec moi. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose, s'il n'y a pas de contre-indication médicale, qui est la même, entre guillemets, pour toutes. La seule chose qui change, c'est si c'est un 1er ou un 2e. C'est vrai que quand on est enceinte, on n'utilise plus nos grands droits. On essaye vraiment de les préserver, de laisser vraiment cette partie-là musculaire au repos. Donc, on fait plus de planches, de mountain, ou vraiment des choses qui viennent solliciter ces abdos-là. Et donc, ça, c'est hyper fixe pour tout le monde. Et donc, petit rappel, les grands droits sont le six-pack, les tablettes de chocolat. Voilà, c'est ça, ce sont les abdos qu'il y a devant, parce que le grand droit, tout le monde ne sait peut-être pas, mais donc le grand droit, c'est vraiment les abdominaux qui nous permettent, si on est couché sur le dos et qu'on veut se mettre assis tout droit, ce qui est très mauvais à faire, mais c'est le grand droit qui travaille. Donc, évidemment, j'imagine que vu que la femme enceinte, son ventre va grossir de plus en plus, les grands droits vont avoir tendance à s'écarter et donc il ne faut pas utiliser ces abdos là, j'imagine. Tout à fait. Ou alors, de toute façon, ils s'utilisent de manière générale tout le temps, mais en tout cas, en renforcement musculaire, on ne vient plus faire des planches quand on est enceinte et des choses comme ça parce qu'on laisse justement ces tablettes de chocolat effectivement s'écarter. Et c'est ça, tous ces petits tips qu'on essaye de leur donner en coaching de comment faire pour que cette ouverture soit la plus naturelle possible et pas qu'elle vienne forcer pour que l'écartement, justement, en postpartum, soit pas compliqué à récupérer, Oui, c'est ça. Et au final, quelles sont les précautions que tu prends avec une femme qui va être vraiment enceinte, avec un ventre bien prononcé? Il y a juste des exercices que tu ne fais pas alors? Oui, déjà tout ce qui impacte. Donc, il y a vraiment un peu toutes les nanas que je récupère en fonction de leur activité sportive. On leur fait pas tout arrêter. Alors, il y a des sports clairement qui sont proscrits enceintes, comme la plongée sous-marine, le saut en parachute, des choses vraiment dans l'extrême. Sport extrême. Voilà, exactement. Et aussi un peu tout ce qui est sport de contact. À un moment donné, on évite parce qu'une femme enceinte sécrète une hormone qui s'appelle la relaxine, qui rend les ligaments plus laxes parce que justement, pour cette possibilité d'ouverture du corps, pour laisser la place au bébé, que le bassin s'élargisse et tout ça. Et donc, c'est vrai qu'elles sont peut-être plus sujettes à se faire une entorse ou des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'on met un peu cette casquette de attention, arrêtez de faire toute activité sportive, surtout sur le premier trimestre, parce qu'il y a plus de risques de fausses couches et des choses comme ça. Alors, il y a toujours un peu... Il y en a qui vont dire que clairement, les 3 premiers mois, il ne faut rien faire. Et donc, ça frustre beaucoup de femmes enceintes. Mais c'est genre juste que je pense que le corps médical, ils veulent pas prendre de risques. Se prendre de risques et se protéger et se dire ok, on va pas te laisser continuer à faire du rugby. Si les 6 semaines tu fais une fausse couche, tu vas dire que c'est de notre faute. Oui, exactement. Et comme j'avais dit tout à l'heure, il y a pas d'études qui ont été réellement démontrées que en fait les sports de contact sont dangereux. Et donc, moi, je préconise quand même d'avoir un suivi médical et d'avoir vraiment l'accord, entre guillemets, du gynéco.
de pouvoir continuer toute activité sportive au début de grossesse, mais de jamais commencer une activité sportive non encadrée quand on vient de tomber enceinte. Donc, une nana qui arrive à 6 semaines et qui me dit « Ah voilà, je suis enceinte de 6 semaines, je veux commencer la course à pied », je suis là « Waouh !» Si elle en a jamais fait avant, c'est compliqué. Ouais, et c'est non, quoi. Oui. Et donc, par exemple, quelqu'un qui faisait de la marche, donc de la marche nordique ou de la course à pied, qui vient chez toi, tu vas lui dire « Ok, bon, on va faire du renforcement musculaire » et à côté, tu vas lui donner un petit programme de marche et de course pour qu'elle puisse continuer continuer son activité. Ouais. Et tu dis, juste attention, peut-être dans 2 mois, on va baisser le volume, la charge. Mais donc, je fais diminuer déjà la charge qu'elles prennent en fonction du poids qu'elles prennent. Donc, les grossesses, on prend entre 7 et 20 kilos sur une grossesse. Ça fluctue super fort en fonction de la femme. Et donc, clairement, quand une femme a pris 15 kilos, je la fais porter beaucoup moins que ce qu'elle porte parce que son corps est déjà en surcharge. Mais voilà, dire qu'une femme enceinte ne porte pas, c'est complètement faux. Alors, sur un premier, c'est facile parce qu'il n'y a pas un autre enfant à porter. Mais la réalité de nous, notre réalité en tant que femme, quand on a plusieurs enfants, c'est que le premier ou le deuxième, ils sont là. Et à dire à une femme, tu portes plus ton enfant de 2 ans, très compliqué, c'est pas possible. Ouais. Il faut leur apprendre à comment bien porter. Et puis, il y a des signes comme des lourdeurs au niveau des lourdeurs au niveau du plancher pelvien ou des douleurs dans le bas du dos. Donc, il y a plein de choses qui peuvent être réadaptées en fonction de la femme devant nous. Et c'est vrai que, par exemple, les coureuses ou tous les sports à impact, la seule et unique raison pour laquelle je commence à les faire arrêter, c'est pour préserver leur périnée. Et les préserver, elles, et 0 impact sur le bébé. Si, en fait, elles ont envie de courir à 38 semaines et qu'elles disent « Ok, moi, je m'en fous de mon corps, j'ai besoin de courir, entre guillemets », ça n'a pas d'impact sur leur bébé. C'est pour elles, son périnée, pour pas complètement... lui faire du mal. Lui faire du mal, exactement. Ouais, tout à fait. Et par exemple, tu peux suivre des femmes jusqu'à leur 40e semaine, par exemple. Ouais, même en post. Même en post-date, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Et je fais passer 40 semaines, je fais même une petite séance déclenchement. Où vraiment j'essaye un peu de venir stimuler, ou toutes celles qui ont un peu peur d'être déclenchées médicalement. J'essaye un peu de faire en sorte de faire descendre ce bébé par certains mouvements. Quel mouvement? Dis-nous tout. Comment déclencher un accouchement? C'est chez une femme J+5, par exemple. Tu vas lui faire quoi? Des squats plus profonds? Travailler sur une balle? Oui, c'est ça. Les squats profonds, je vais surtout la mettre en hauteur. Donc, je mets par exemple 2 box élevés et elle met un pied à droite, un pied à gauche. Et donc, elle a vraiment le côté pesanteur devant elle. Et je la fais prendre une charge ou je la fais descendre la charge en dessous des box. Donc, c'est vraiment venir mettre de la pression. Oui, comme un squat sumo. Voilà, les squats, les jambes écartées. En fait, ça va un peu peut-être ouvrir le bassin. Et mettre un peu de pesanteur également. Alors, j'ai eu une petite victoire où j'en ai une qui a fissuré sa poche des os sur le parking à J+6. C'était un peu en mode assez incroyable comme expérience. J'ai pas encore eu une qui a perdu ses os en plein coaching. C'est un peu mon rêve. Oui, c'est ça, quoi. En plein coaching, tout ce que tu voulais. Tu voulais pas te former en sage-femme par hasard. Non, ça c'est... Non, c'est bien. T'as pas envie d'aller plus loin? Non, après, je travaille pas mal avec des gynécos, ou alors là, je suis un peu en phase de suivi pour pouvoir suivre une femme de A à Z jusqu'à l'accouchement, pouvoir vraiment assister à son accouchement, pour vraiment avoir un peu pré, pendant et post, et donc d'avoir aussi un peu une idée de est-ce qu'on parle un accouchement par voix basse, en siège, et donc de vraiment avoir un peu plus aller voir comment ça se passe, mais pas du tout pour l'exécuter moi-même, mais vraiment pour mes connaissances personnelles et pouvoir vraiment l'accompagner tout au long de son pré, pendant, post, quoi. Et donc une femme que tu as accompagnée, disons, durant toute sa grossesse, après combien de temps elle peut revenir chez toi? 4 semaines. Ok, si l'avis du gynécologue est positif, je suppose. Non, généralement, je les vois avant. Ok. Avant leur gynéco. Alors, je les vois avant, et seulement celles que j'ai suivies en prénatal, oui, pas bien sûr. Celles que j'ai pas connues. Je les vois avant parce que justement, je fais attention en essayant de leur remontrer comment bien se lever, comment bien se coucher. Est-ce que tu portes bien ton maxico? Est-ce que tu portes bien ton bébé? Est-ce que tu fais attention à tes abdos? Et en fait, c'est vraiment ça. C'est refaire un bilan de 30 minutes où je check, où je leur réapprends à comment bien porter leur maxico. Et on ne prend pas vraiment une séance de sport. C'est vraiment juste pour reprendre conscience de t'as eu un bébé, mais en fait t'es aussi une femme, et ton corps il y a eu le mois d'or, on appelle ça les 4 premières semaines postpartum, où moi je conseille d'être alité, mais après c'est reprends possession de ce corps de femme que tu as. Alors oui, tu es maman, la maternité, les 4 premières semaines on concentre que à ça, mais reprends des bons réflexes pour récupérer vraiment ce corps, ou d'avoir vraiment le contrôle de ce corps, quoi.
Et toi, par exemple, donc tu fais tout le côté sportif. Est-ce que tu fais aussi l'alimentation? Parce que j'imagine qu'il y a des femmes qui sont enceintes, qui viennent chez toi pour dire « Ok, je veux continuer le sport, mais je veux surtout pas prendre 20 kilos, je veux rester, je sais pas moi, à 12 kilos parce que ma gynéco m'a dit que je devais pas prendre trop de poids. » Donc, toi, quelle est ta position vis-à-vis de ça? Est-ce que tu donnes des conseils alimentaires aussi ou est-ce que tu renvoies chez quelqu'un d'autre? Ouais, je renvoie. Alors, j'ai des connaissances. Ouais. J'ai fait même moi quelques formations Nutri, mais c'est pas mon boulot. Et Voilà. j'ai une équipe pluri derrière moi. J'ai des diététiciennes qui ont des formations. Et donc voilà, on travaille vraiment en équipe pluridisciplinaire. Et donc, je délègue parce que voilà, c'est vraiment un boulot à part entier, que j'ai des chouettes connaissances et que je peux conseiller en une fois, voilà, un petit conseil quand on discute pendant un coaching, mais dans un suivi, ça, je fais pas du tout. Et donc après, j'imagine qu'elles viennent pour retrouver leur forme et aussi perdre du poids. Ouais, bon, perdre du poids, il y en a qui le perdent tout à fait, mais c'est plutôt se retrouver leur corps d'avant, de se ressentir solide, et qu'il y en a beaucoup en fait qui commencent une activité sportive avec moi, qui prennent du poids parce qu'en fait elles sont plus musclées qu'avant. Ouais, c'est ça. Et donc le muscle est plus lourd que le gras. Mais c'est du bon poids. C'est du poids qui est utile pour le corps au final, donc c'est important. Mais donc après l'accouchement, elle doit faire une rééducation au niveau du périnée. Est-ce que c'est toi qui t'en occupes? C'est les kinés? Est-ce que tu fais passer ça en même temps en coaching avec des exercices de périnée? Alors là pour le moment dans le centre dans lequel je travaille, donc aujourd'hui je travaille exclusivement sur Scarbeck à Bruxelles, et là je travaille avec Lucie qui est vraiment ma binôme qui elle est kiné périnéo. Et donc on travaille vraiment beaucoup à deux sur une patiente, et donc quand la patiente a accouché, ben moi je fais le premier bloc des 30 minutes, je lui donne un peu de ce que je pense parce que je check sa sangle abdominale, l'écartement de ses grands droits, dixit les tablettes de chocolat. Oui, c'est ça. Et après, Lucie, elle fait le bilan périnée. Et en fonction de ce qu'il y a comme boulot à faire dessus, on voit comment est-ce qu'on travaille ensemble sur une patiente. Et donc, et des fois, voilà, elle peut avoir 4 séances avec Lucie où Lucie va vraiment se concentrer sur le périnée. Et moi, je fais vraiment tout ce qui est abdominal. Et parfois, Lucie, il y a un travail quand même plus approfondi. Il y a quand même peut-être des pathologies. Et donc, du coup, là, moi, ma prise en charge est un peu plus tard. Et donc, voilà, ça, on travaille quand même beaucoup comme ça ensemble. Et si j'ai des patientes qui ne viennent pas chez FitMum pour faire leur rééducation, dans ce cas-là, je contacte quasi à 90% du temps, je contacte la kiné chez qui elles vont pour avoir un bilan périnée et savoir où est-ce qu'elle en est, parce qu'entre ce que la patiente va me dire et ce qui se passe réellement, il y a quand même un gros jargon autour de la périnéo. Et donc, c'est vrai que parfois, les femmes, elles ne savent pas très bien, on m'a dit ça, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Et donc, c'est vrai que je préfère avoir un premier contact avec la kiné, même si je ne la connais pas. Bon, maintenant, c'est un monde très petit. Très petit, oui, c'est ça, tout ce qui est périnée. Et donc, qu'est-ce que tu dirais à une femme qui vient et qui n'a pas du tout fait de rééducation périnale? Parce que moi, j'ai parfois des patientes qui viennent 10 ans après leur grossesse et qui me disent... en fait, j'ai été courir et hop, j'ai eu des petites fuites. Donc, je viens chez toi, Elena, t'es aussi kiné. Qu'est-ce que je dois faire au niveau du périnée? Donc, je demande si après la grossesse, ils ont fait de la rééducation. Souvent, c'est non. Donc, je remarque que souvent, après une première grossesse, les femmes sont peut-être jeunes, elles ont bien récupéré, tout va bien. Elles n'ont pas de problème à l'instant T, mais les problèmes arrivent vraiment beaucoup plus tard. Donc, toi, il y a une femme qui arrive et qui dit non, j'ai pas fait de rééducation parce que tout va bien. Est-ce que tu demandes quand même de faire un contrôle avant de faire du sport? Ouais. Alors, peut-être pas dans l'immédiat. S'il n'y a pas de pathologie, donc s'il n'y a pas de fuite urinaire à l'effort, ou quand elles toussent, quand elles éternuent, si elles n'ont pas ce réflexe de directement faire pipi dans la douche quand elles entendent l'eau couler, ou que vraiment qu'il y a un contrôle du périnée dans leur anamnèse, parce que je commence toujours par faire 1 heure d'anamnèse avant de démarrer un coaching. Je commence à faire des séances avec elles, et si je vois qu'elles engagent pas bien leur sangle abdominale, ou que je vois qu'elles sont beaucoup en apnée, ou qu'on refait un check, alors là clairement je fais faire un bilan. Et sincèrement, je dirais vraiment, je suis quasi à 1 femme sur 2 que je renvoie en kiné, même pour un one shot. Parce que où elles disent non, ça va, ou qu'après 2-3 fois je vois qu'elles sont en apnée tout le temps, qu'elles n'arrivent pas à engager leur sangle abdominale, et que je dis ok, là je pense qu'un travail en interne avec une kiné serait quand même peut-être efficace, quoi. Pour reprendre conscience de son corps, parce qu'une femme après avoir accouché, tu lui dis serre ton périnée, parfois elle sait même pas ce qu'elle doit serrer, donc au final c'est vraiment une kiné d'expliquer comment ça se passe. Mais donc pour ceux qui nous écoutent, tu pourrais peut-être rappeler le rôle du périnée au final, et qu'est-ce que c'est le périnée, à quoi ça sert?
Alors déjà, il y en a pas beaucoup qui sont au courant, enfin que ça commence, mais les hommes aussi ont un périnée. Mais périnée. Oui, c'est ce que j'allais dire. Les hommes aussi ont un périnée, même si on parle beaucoup périnée chez la femme, ça peut arriver aussi aux hommes d'avoir un relâchement du périnée. Hein. Tout à fait. Donc le périnée, c'est un muscle, parce que j'avais justement, pour la petite anecdote, un jour lancé un peu un truc de questions-réponses et qu'il y avait quand même 7 ou 8 personnes qui avaient mis que c'était un organe. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une grosse non-connaissance de ce muscle-là. Tout le monde en entend parler sur les femmes enceintes ou justement quand il y a une pathologie. Voilà, il n'y a pas que de la rééducation du périnée qui se fait quand on a eu un bébé, parce qu'il y a des femmes qui font de la rééducation du périnée sans jamais avoir porté la vie, parce que voilà, ça reste un muscle qui est un peu laissé sur le côté. Donc c'est un muscle qui ressemble plutôt à un hamac, qui va vraiment soutenir les 3 orifices. Je vais parler de la femme, hein. Donc l'homme a bien un périnée, mais voilà, moi j'ai ma casquette FitMum, je suis vraiment sur la femme, qui va maintenir vraiment ces 3 orifices, qui est l'urètre, qui est le vagin et qui est le rectum, et qui soutient un peu toute cette paroi-là. C'est un muscle qui va se contracter de manière automatique dans certains mouvements, mais qui peut être affaibli parce qu'il n'a peut-être pas suffisamment de renforcement musculaire type à lui. Et donc, c'est pour ça, voilà, il y a des femmes ou des hommes qui sont beaucoup plus musclés, des quadris, moins des ischios, plus des bras. Et donc, en fait, il devrait y avoir, clairement, dans du circuit training ou dans du HIIT ou dans un exo qui nous fait renforcer notre périnée également. Parce que c'est vrai, on va faire des squats, on va faire des soulevés de terre, des pompages, mais on ne vient pas nous dire fais 3 x 10 contractions de ton périnée. Alors qu'en fait, on pourrait et on devrait. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui devrait s'entretenir. Et c'est vrai que voilà, c'est un muscle qui nous porte beaucoup, qui porte quand même fort tous les organes génitaux. Et donc, il y a quand même énormément de pesanteur par rapport au fait qu'on est quand même, malgré la sédentarité globale, on est quand même des gens debout. Et que voilà, cet hamac doit soutenir et donc peut se fragiliser durant les règles, peut se fragiliser durant une grossesse, durant du sport, et donc qu'il faut vraiment venir préserver. Et qui se rééduque. Oui, et quel est le risque alors d'avoir un périnée comme ça relâché pour une femme qui vient d'accoucher ou pour une femme qui n'a juste jamais pris soin de son périnée? C'est quoi le risque? Alors, le plus petit, ce sont les fuites urinaires. Donc, quand on éternue, quand on tousse, ou simplement quand on est assis sur une chaise et qu'on va se relever vite, donc avoir des petites gouttes. Après, il y a vraiment les incontinences urinaires. Où, donc là, c'est vraiment un stade un peu plus important où c'est vraiment la vessie qui se vide sans prévenir. Donc là, il y a vraiment le souci du périnée, mais c'est aussi les incontinences urinaires sont aussi des soucis un peu neurologiques. C'est vraiment la vessie, ça doit être notre meilleur ami pour la vie, quoi. C'est quelque chose, c'est vraiment, on doit l'écouter. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui vont se retenir. Ils sont en réunion, ils sont en call, ils vont pas aller à la toilette. Et en fait, la vessie, elle envoie un message au cerveau en mode, OK, je dois aller à la toilette. Et trop de personnes lui disent, OK, c'est pas le moment. Et en fait, ça, c'est vraiment déconnecter la vessie du cerveau. Et donc, à un moment donné, la vessie, elle dit, OK, mais moi, je te préviens plus. Et je me vide. Et donc là, c'est vraiment, la vessie se vide complètement. Donc là, on parle pas de gouttes. Et après, le stade qui est quand même encore plus important et plus contraignant, ce sont les descentes d'organes. Donc, il y en a plusieurs stades. Donc, je ne vais pas faire un cours d'anat, mais vraiment, il y a des plusieurs stades où il y a de la rééducation, mais parfois, c'est plus suffisant. Et donc, il faut opération. Donc là, c'est vraiment l'organe qui descend par l'orifice vaginal. Et donc là, c'est vraiment super contraignant parce qu'elles ont vraiment cette sensation d'avoir toujours quelque chose qui gêne, de la lourdeur. Et là, on est vraiment handicapé sur des mouvements fonctionnels de genre juste porter un enfant et de se dire, OK, ça descend et si on ne rééduque pas, on augmente vraiment de plus en plus au niveau des grades, quoi. Mais ce sujet-là, nous, on l'aborde librement, parce qu'aussi, on est dans le métier, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes pour qui c'est tabou. Moi, j'ai parfois des femmes que j'entraîne qui viennent chez moi au début du cours collectif qui me disent « Par contre, je ne ferai pas de saut parce que mon périnée peut lâcher de temps en temps. » Et donc, on se dit « Ok, c'est vraiment un sujet qui concerne énormément de gens, mais que personne n'en parle. » Est-ce que toi aussi, tu as cette vision-là que c'est encore beaucoup trop tabou? Oui, ça l'est beaucoup trop. Alors, elle va pas être contente que je parle d'elle, mais c'est pas grave. Ça m'a hyper fort choquée par rapport à ma maman. En fait, c'est la génération de nos mères, moi, qui m'a fait prendre conscience que c'était beaucoup trop tabou et que moi, je voulais briser ce tabou-là, de trouver ça normal. De trouver qu'en fait, à l'époque, elle avait, je pense, 57 ou 58 ans, et qu'elle m'a dit, oui, mais tout le monde a ça. Et j'étais là, mais en fait, non. On est vraiment, à l'heure actuelle, il y a assez d'avancées, il y a assez de choses qui peuvent être mises en place par rapport à une rééducation. C'est pas du tout OK de penser que c'est normal. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plein de choses qui ont été mises en place pour justement contrer un peu ça, quoi.
Et donc, par exemple, quelqu'un qui vient chez toi, qui aimerait bien faire une rééducation du périnée ou chez ta collègue, vous les gardez dans le centre et après, j'imagine, vous donnez des exercices à faire à la maison. Ouais, parce que toute personne peut faire une rééducation chez elle. C'est, j'imagine, la répétition qui va faire que ça va perdurer. Et comme il y en a beaucoup que j'ai en coaching et qui viennent chez moi, qui vont chez ma collègue et en fait leur périnée est super ok et puis elles arrêtent de venir chez nous, elles reprennent leur activité sportive et en fait après 6 mois elles me recontactent en mode ça va plus et en fait c'est genre juste que ça reste un muscle qui doit continuer à être entretenu et à être musclé. Donc une rééducation entre guillemets c'est à vie de venir continuer à activer ce périnée et c'est ça qui est un peu le souci, c'est que voilà, quand on a un joueur de foot qui se fait une entorse et qui fait une rééducation après, sur le terrain, il va continuer à se renforcer la cheville, il va faire de la mobilité de sa cheville. Et nous, en rééducation du périnée, elles vont faire 18 séances. Et après, ton périnée va mieux, c'est super. Mais après, tu continues à refaire des activités sportives sans en prendre soin. C'est normal qu'il lâche. Oui, non, c'est clair. Tu vois vraiment une différence entre un muscle normal où on sait qu'il faut l'entretenir, comme ses abdos. Hein. Tout le monde, je veux avoir des abdos, je fais des abdos, etc. Et au final, le périnée, on n'en prend pas soin. Bon, j'espère que les auditeurs n'ont pas aussi froid que nous parce qu'ici, il fait super froid. Il y a de la pluie qui commence à tomber sur le van. Donc, on va se réchauffer, peut-être les mains quelques secondes sous le plaid. Et d'ailleurs, on va parler d'un autre sujet hyper important là, qui touche toutes les femmes parce que toutes les femmes ne tombent pas enceintes, n'ont pas un enfant. Mais par contre, toutes les femmes ont bien leurs règles. Et donc, est-ce que c'est un sujet que tu connais le cycle menstruel, j'imagine que tu fais aussi attention. Peut-être après la grossesse, est-ce qu'elles ont repris un cycle? Faire attention, peut-être les performances changent en fonction du cycle. Je ne sais pas ce que tu peux nous dire là-dessus. Alors oui, clairement, les hormones ont un énorme impact sur la vie de la femme. Alors juste pour te reprendre, pas toutes les femmes ont leurs règles. Oui. C'est quand même... moi, je suis entourée quand même de pas mal de femmes qui ont des aménorrhées, partielles ou totales. Jeunes, n'ayant pas eu d'enfants ou plus âgés, après avoir des enfants et qui ne sont pas dans une phase préménopausée. Dans mon anamnèse, c'est une des questions phares. Est-ce que tu avais, ou si elles sont pas enceintes, bien évidemment, est-ce que tu as un cycle régulier et sous quel moyen de contraception tu es? C'est vrai que toutes les femmes qui ont un moyen de contraception hormonal, c'est un peu moins pris en compte parce qu'on est vraiment dans quelque chose un peu artificiel. On appelle ça, j'aime pas trop le mot parce que ça reste un corps de la femme et des règles, mais un peu de fausses règles. Et donc c'est vrai que c'est hyper difficile de prendre en compte une femme qui est sous pilule et de faire attention au niveau sportif. Par contre, toutes les femmes qui ont des cycles sans hormones, qui ont je dirais même pas le stérilet en cuivre, mais qui prennent cycle naturel, naturel et qui prennent pas de moyens de contraception. Clairement, j'y prête hyper fort attention. J'y prête attention dans une prise en charge sportive. Je ne fais pas faire les mêmes efforts à une femme qui est en premier jour de règles ou qui est en SPM, donc le syndrome prémenstruel, ou une femme qui est en ovulation. J'y ai pris un peu plaisir parce que moi-même, j'ai arrêté de prendre n'importe quel moyen de contraception et que j'ai clairement senti une énorme différence dans mon humeur, dans mon corps, dans mes performances, dans comment est-ce que mon corps était vraiment apte et accessible au niveau sportif. Et donc, je m'y suis super fort intéressée. Donc, j'ai quand même pas mal bouquiné et j'ai suivi une formation là-dessus sur les cycles pour pouvoir moi-même aussi les accompagner. Et je trouve que c'est intéressant de le faire, même pas sur des élites, parce que clairement, les élites, elles ont vraiment un programme spécifique en fonction de leurs règles. En tout cas, s'il y en a qui ne le font pas encore, c'est à prendre en compte, parce que vraiment, dans des phases où on est en ovulation, là, on est hyper performante. Et quand on est en syndrome prémenstruel, le corps, il a autre chose à faire que d'aller chercher à pousser hyper fort en charge. J'interviens sur ce que tu dis, parce que je change justement de coach ici, et il m'a envoyé un questionnaire et j'étais surpris parce que c'est un coach homme et dans son questionnaire il y a merci de me noter les cycles menstruels, est-ce que c'est régulier, pas régulier, pour adapter, est-ce que tu as des symptômes, pas de symptômes, et j'ai trouvé ça hyper fascinant au final qu'il me pose toutes ces questions-là, parce que ça prouve qu'au final, avec l'avancée, les gens commencent à vraiment s'en rendre compte, quoi. Ouais, tout à fait. Et de plus en plus, parce qu'effectivement, ça touche quand même beaucoup de femmes, et que on le voit bien d'un point de vue performance sportive, le fait de ne pas avoir pris en charge à l'époque, on se disait bien, ok, comment ça se fait qu'elle est moins performante, sans prendre son cycle en considération, alors que clairement, c'est la clé, quoi, de faire un suivi
Bah après, le jour J de la compétition, tu peux pas changer ton cycle non plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut faire avec Donc, j'imagine, pendant la préparation, on peut essayer de se dire, OK, ce cycle-là, on va plus faire de la vitesse, là, plus de l'endurance, là, plus de la force. Je m'y connais pas, mais par exemple. Mais bon, le jour J de la compétition, si t'es en syndrome prémenstruel ou en ovulation, c'est un peu la chance ou pas de chance. Ouais, chance ou pas de chance. Mais clairement, alors, c'est comme celles qui sont blessées et qu'on leur dit, OK, tu peux pas aller faire un marathon, mais qu'elles se sont dit, OK, je prends 2 ibuprofènes et j'y vais. En fait, c'est genre juste que voilà, il faut savoir et prendre conscience que si elles sont en syndrome prémenstruel ou leur premier jour de règles, elles seront moins performantes que si elles sont en jour 2 d'ovulation. Tout à fait. Mais donc, c'est vrai que dans la prise en charge, moi, dans mon app, mon application avec les filles, les premières fois, je leur demande un peu, et surtout celles qui ont un peu plus de difficultés ou qui commencent une activité sportive avec moi, c'est vrai que beaucoup, je leur demande, quand je dois faire des prises de charge, je lui dis, t'en es où dans ton cycle? Ah, c'est dingue ça. Ouais, donc j'en prends vraiment conscience. Alors à un moment donné, je voulais vraiment savoir semaine par semaine, mais j'ai trop d'adhérentes pour gérer ça. Mais donc là, vraiment, quand je vois qu'il y a des nanas qui viennent de commencer une activité avec moi et qu'en fonction des charges, est-ce que je les pousse ou est-ce que je suis plus dans la douceur, c'est ça qui me fait qui me fait changer un peu ma directive dans le sport, quoi. Mais c'est super parce que moi, c'est vrai que j'ai une montre ultra connectée là, et à chaque fois, ils me disent n'oubliez pas d'inscrire vos cycles menstruels dans l'application. Et alors après, il y a un bouton est-ce que le coach peut voir ou pas voir? Parfois, je me dis ouais, c'est quand même un peu gênant. On est quand même un peu gêné de dire au coach oui, bon, là, je suis en période de règles. Enfin, je sais pas. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui est gênant. Je sais pas si toi, les gens t'en font part. Est-ce qu'ils sont gênés ou alors ils sont hyper ouverts avec toi? Ils sont super ouverts. Après, le fait que ce soit une communauté 100% féminine, ça aide. Ça aide super fort. Moi, je suis plus justement que entourée d'hommes et donc je me dis non, en fait, j'ai pas envie qu'ils connaissent ce détail, mais peut-être que ça jouera sur mes performances. Ça jouera, oui. À un moment donné ou l'autre. Clair. En tout cas, je trouve qu'il faudrait un peu briser ce tabou homme-femme par rapport à ça, parce que voilà, les hommes, ils savent très bien que la majorité des femmes ont des cycles et que voilà, ça fait partie du cycle de la vie. Mais c'est vrai qu'effectivement, moi, au niveau de l'intimité profonde des femmes, le fait que je sois une femme et qu'il y a vraiment ce côté anamnèse, il y a quand même un rapport très vite de confiance par rapport à ça et qu'en fait, c'est pour leur bien et que je leur veux que du bien. Donc, du coup, c'est vrai que je pense qu'elles se sentent aussi en sécurité de se dire, OK, elle fait attention à ça et qu'il y a des femmes qui souffrent de leurs règles, qui ont mal et qui se disent, OK, en fait, quand je suis réglée, je viens pas. Et en fait, si vient, j'adapte. Oui, c'est ça. Il faut pas avoir peur, justement, de faire du sport et d'être martyrisé. Justement, on va plutôt faire des étirements, plutôt faire quelque chose de plus doux, c'est ça? Oui, en tout cas, faire attention. Oui. La prise en charge et le sport restera, mais c'est clair que les poids qu'elles vont porter ou l'intensité que je vais mettre au niveau du cardio, d'essayer d'être plus dans la douceur, quoi. Et donc, tu pourrais dire quelles sont les différentes phases du cycle et à quel moment tu peux un peu plus travailler plus difficilement et des moments où tu dois être un peu plus douce, c'est quoi alors? Bon, ça dépend toujours aussi un peu du sport. Évidemment. Donc, clairement, ça dépend un peu de l'activité sportive. Mais en tout cas, moi, les filles que j'ai en prise en charge, donc du coup, vraiment renforcement musculaire, circuit training, c'est vrai que toute la phase où elles sont en ovulation, même s'il y a des douleurs, parce qu'il y a des femmes qui ont des cycles sans hormones, qui ont des douleurs durant leur ovulation, là, au niveau des performances, c'est là où il faut venir taper le plus fort, en tout cas dans notre pratique sportive que je propose. Donc vraiment au niveau du cardio, au niveau de la performance de prise de charge, donc tout ce qui est haltérophilie ou porter des barres ou des kettlebells, enfin vraiment ça. Et dans toute la partie qui est avant règle, qui dure parfois entre 3 et 5 jours, ça dépend un petit peu des femmes. Là, je suis plus en low. Donc continuer. Et justement, ce sont beaucoup de femmes en syndrome prémenstruel sont pas bien moralement, elles ont des coups de dents, elles ont petite dépression, envie de chocolat. Ouais, voilà, exactement. Donc manger plus en mode un peu plus tristounette, plus prendre les choses à cœur. Et donc justement là, je les pousse, OK, viens quand même si tu as juste envie de regarder un film avec ton plaid dans ton canapé. Viens. Par contre, les premiers jours de règles, là, il y en a quand même quelques-unes où je leur dis que je veux pas qu'elles viennent. Donc, on est vraiment sur quelque chose où pour le corps, le premier jour des règles, ça crée quand même une très grosse pesanteur au niveau vaginal chez la femme et que, en fait, de venir mettre de l'effort là-dedans, pour préserver le périnée, il y en a certaines à qui je dis, mais en fait, ton premier jour de règles, si t'es censé venir, tu m'envoies un message le matin, mes règles sont venues et en fait,
lui dis, viens pas, quoi. Mais c'est vrai qu'on peut sentir comme ça une lourdeur le premier jour de règles et on se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Bon, au final, c'est le premier. On peut sentir que ça arrive, là, justement. Oui, tout à fait. Et ça, sur certaines femmes, pas toutes, je préfère qu'elles viennent pas. Et quand elles me disent, voilà, là, je sens un peu plus de lourdeur, ok, pas de souci. Aujourd'hui, ça peut être un jour off ou si tu as vraiment envie de bouger, va peut-être, je sais pas, nager, faire une balade en forêt, mais voilà, pas de haute intensité, quoi. Donc pour toi, tu conseilles vraiment à toutes les femmes d'avoir, entre guillemets, leur application et de dire qu'elles-mêmes se jaugent en disant, ok, là je suis dans une phase verte, je peux aller un peu plus fort, là par contre je suis en syndrome prémenstruel, donc ça tu conseilles vraiment à toutes les femmes. Ouais, de s'écouter, quoi. Ouais. Et je conseille aux femmes qui ont un cycle qui n'est pas drivé par les hormones, quoi. Parce que ça, encore une fois, voilà, s'il y a des pilules ou des syndromes hormonaux, c'est encore c'est plus compliqué, quoi. Oui, c'est ça. Parce qu'au final, une femme qui va prendre la pilule, il y a beaucoup moins de différence entre un jour où elle va être super en forme et un jour où elle va être plus down. Tout à fait. Donc là, tu vas l'entraîner toute l'année, quasiment la même chose. Oui, c'est juste que quand elle est réglée, je vais faire un peu plus attention parce qu'il y a ce côté préserver le périnée. Mais voilà, ce sont des cycles, c'est moins poussé, quoi. Et donc toi, tu donnes beaucoup de cours de renforcement musculaire. Est-ce que tu n'as pas justement des femmes qui viennent chez toi et qui disent oh, mais je vais porter lourd, je vais prendre trop de masse musculaire, je vais devenir bodybuildée, ou alors c'est bon, et les femmes savent que c'est plus du tout comme ça et que le renforcement, c'est hyper important. Ouais, tout à fait. Bon, il y en a quelques-unes, clairement, surtout qu'effectivement, moi, j'ai fait quand même pas mal d'haltérophilie et de crossfit, et donc j'avais à un moment donné un peu plus de poids, et donc je faisais un peu fort massif, et donc c'est vrai que je pense qu'il y en a qui avaient un peu peur de ça. J'en ai là 2-3 qui m'ont dit Hello, je me marie cet été, s'il te plaît, fais pas trop mes trapèzes, trop les épaules. Je mets une robe bustier. Donc il y a quand même un peu ce côté un peu peur d'être massive. Mais voilà, après ça, c'est un peu stéréotypé aussi, mais après aujourd'hui une femme musclée, moi je trouve ça incroyablement beau. Ça rend la femme super solide et en fait c'est vrai, ça la solide et ça la rend fit, peu importe sa corpulence, qu'elle soit fine, qu'elle soit un peu ronde, voilà, le fait qu'elle soit musclée, ça va la rendre solide et ça va la protéger, voilà. Et donc c'est pour ça que je trouve qu'il faut faire du renforcement complet, peu importe la partie du corps, mais adapté en fonction aussi de la morphologie. Donc si j'ai une nana qui fait 1m80, qui est super fine, c'est pas très grave, ça prend de la masse un peu partout, mais les filles qui sont un peu plus petites et un peu plus rondes, clairement, on va faire plus d'endurance pour essayer de devenir un peu plus cramée, en plus de faire du renfort, pour pas qu'il y ait une prise de masse en plus que du gras qu'elle voudrait perdre, par exemple. Donc, c'est vraiment hyper individuel, malgré que je prône un peu le cours collectif. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le renforcement musculaire devrait être fait par tout le monde, peu importe l'activité sportive qu'on fait. Genre, par exemple, toi qui cours, qui fais du trail, en fait, faire du renforcement, c'est du préventif aux blessures et même pour après, c'est vraiment rendre solide la femme, quoi. Là, tu prêches une convaincue. Moi, je fais du renfort à fond, en complément de la course à pied. Dis-toi, une anecdote, les coureurs, j'ai un coureur qui fait des ultra-trails, donc 120 km, etc. Il est venu à ma salle, je lui ai fait faire un squat sur un bossu, là, tu vois, mais il ne savait pas. Donc, ça veut dire que tu sais courir 120 km, mais faire des squats avec 20 kilos sur ton dos, c'est pas possible. Et là, je me suis dit, ok, là, les coureurs, faites du renforcement musculaire, c'est juste la chose numéro 1 pour prévenir les blessures, quoi. Et pour améliorer les performances, évidemment. Après, c'est vrai que les coureurs, de nouveau, ils ont peur de prendre de la masse, de prendre du poids, d'être lourd pour la course à pied, mais je trouve que c'est un complément super important. Et donc, toi, tu as des femmes, j'imagine, qui viennent chez toi et qui disent « Bon, je veux perdre du poids, donc je veux pas trop me muscler, ou je veux bien faire que les fesses, les cuisses. » Tu fais quand même le haut du corps, tu fais quand même tout. Oui, j'écoute. Enfin, alors, mon gros target, c'est la sangle abdominale, le périnée. Donc, d'office, moi, j'essaye de rendre leur sangle abdominale, donc que ce soit les abdos, le bas du dos, vraiment le plus fit possible, en préservant le périnée. Mais on fait clairement la totalité du corps, quoi. Et c'est vrai que le renforcement musculaire, c'est bien de le faire à 100%, mais c'est aussi du complément, parce que clairement, c'est quand même une activité sportive qui fait beaucoup de concentrique, donc qui raccourcit beaucoup les muscles. Par exemple, voilà, moi je soulève très lourd, mais je sais pas faire des positions de yoga parce que clairement je suis relativement raide parce que je suis en gros concentrique musculaire, et donc c'est vrai que c'est intéressant d'aussi faire des exercices et des mouvements comme de la natation ou du yoga ou des choses qui viennent plus allonger. Aussi musculairement, quoi, parce que clairement... c'est clair. Mais donc une femme qui arrive chez toi et qui dit Bon, Élodie, moi je veux perdre du poids.
elle va être surprise, j'imagine, du coup, que tu lui fasses faire de la musculation, porter des poids. Tu lui expliques, j'imagine, avant, en disant, non, avoir une base musculaire, ça va t'aider à perdre du poids. Tout à fait. Mais en fait, moi, je casse un peu ce mythe de, attention, mon chiffre sur la balance. Oui. Tu veux perdre du poids, mais en fait, moi, ça va être le reflet du miroir qui va être notre priorité. Et en fait, je pense qu'il y a quand même une très belle confiance qui se crée entre elle et moi. Parce que, voilà, je leur dis, elles me disent, OK, j'ai pas perdu de poids. Et je suis là, OK, en fait, c'est pas grave. Genre, juste comment est-ce que tu te sens? Et alors, oui, tu vas peut-être perdre 5 et puis en reprendre 7, mais tu auras pris 7 parce que c'est du muscle. Et en fait, c'est ça qui compte. Et de plus en plus, je me rends compte que les femmes sont moins focus sur cette balance. C'est vrai que je remarque aussi, les personnes se pèsent beaucoup moins, et tant mieux, parce qu'au final, dire j'ai perdu une taille de pantalon, mais je me suis pesée, j'ai perdu que 200 grammes, en fait, tu préfères quoi? Perdre 5 kilos et mettre le même pantalon, ou au final perdre 200 grammes et avoir 1 à 2 tailles de pantalon en moins. Ouais, tout à fait. La silhouette, ça change tout. Mais ça, je suis convaincue de toute façon que le renforcement musculaire, c'est ça qui fait une belle silhouette tonique. Et c'est pour ça, moi, je dis à des élèves qui ont peur de prendre de la masse musculaire, je dis justement, tu vas juste être plus tonique, plus fit, au lieu d'être mince et flasque. Oui, c'est clair. Et puis, prévention, quoi. Ouais. C'est la clé. C'est le préventif, c'est renforcement musculaire, c'est prévention des blessures, c'est être solide et voilà. Donc, on a quand même des possibilités de se blesser en faisant du sport et en fait, il faut essayer de donner toutes les chances de notre côté pour justement ne pas se blesser en faisant du sport et même à côté. Oui, en tout cas, merci beaucoup Élodie pour ta venue ici. On a appris beaucoup de choses. Je suis sûre que toutes les femmes et les hommes, évidemment, qui nous écoutent aussi. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était avec très grand chouette. plaisir. À très vite. Merci, au revoir. Merci beaucoup à tous les auditeurs d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner sur Spotify, Apple Podcast, YouTube. Et évidemment, si vous voulez suivre les coulisses, c'est sur Gyms, sur Instagram et sur TikTok.